Pendant ces dernières années difficiles en Égypte, il a toujours soutenu avec conviction la stabilisation de son pays. Nous nous souvenons vivement de son discours courageux et de grande ouverture à notre première conférence d'il y a un an à Florence. En tant que grand imam d'Al-Azhar, il effectue pour le moment sa première visite officielle en France. À vous, Monsieur le grand imam, la parole. Au nom de Dieu, Mesdames et Messieurs les oratoires, Mesdames et Messieurs les chefs de la pensée et de la politique, paix et bénédiction sont sur vous. Ensuite, j'ai l'honneur de mon nom et le nom du Conseil des raisonnables et des sages de vous féliciter ici en France et dans sa capitale, grande capitale de la libre pensée et le berceau de révolution qui s'émane contre la révolte contre toute oppression. Et les restrictions qui ont enseveli tous les C'est un aspect très important de l'histoire, de la philosophie et la renaissance de la pensée européenne et son rôle primordial dans la culture et les arts. Et l'Europe est devenue contemporaine avec son développement dans les connaissances humaines et les droits de l'homme, une cité pour la Révolution française et la France et les Français. Je félicite ce pays et à son peuple et à tous ceux qui œuvrent pour la paix et l'égalité parmi les gens. Mesdames et messieurs, c'est notre deuxième rencontre entre les sages de l'Est et l'Ouest, après la première qui était tenue en Florence, la ville du dialogue et de la culture, le 8 juillet l'an dernier, et qui a été hébergée par un espoir pour que les sages de l'Occident et l'Orient trouvent une issue de la crise internationale que j'ai déjà décrit en Florence comme étant, si on la laisse, elle devient comme une balle de neige, alors toute l'humanité va payer le prix de la destruction et la détérioration et les bains de sang. Et peut-être plus qu'a déjà payé pendant les deux grandes guerres dans le premier demi du siècle passé. Il y a presque 6 mois, sur ces craintes qui étaient un peu pessimistes, que Paris, la belle Paris, a témoigné une nuit noire où elle a perdu environ 140 victimes dans un bain de sang, dans un clin d'œil, en plus que 386 autres dans un accident de terrorisme noir dont l'Orient et l'Occident refusent et méprisent les auteurs et dénoncent leur inhumanité et
tous les aspects des religions et des lois. Et peut-être vous vous mettez d'accord avec moi que cet accident pénible et d'autres sanglaires qui ont eu lieu en Belgique et d'autres accidents qui sont plus sanguins qui ont lieu en Lorient, qui est dans toute l'obscurité et aussi la déportation et souffre de réfugiés qui se trouvent sans abri et sans hébergement. Ces accidents s'imposent sur les personnes qui prennent les décisions dans ces événements pour qu'ils assument leur responsabilité complète devant la conscience internationale et humaine, et aussi devant l'histoire, mais aussi devant le bon Dieu au jour de la résurrection pour s'imposer contre ce terrorisme international et mettre fin aux bains de sang et des débris de personnes qui sont mutilées, de pauvres personnes, et les enfants et les femmes, et qui sont présentés chaque jour comme martyrs devant ceux qui essayent de jouer avec les destins des peuples et qui peuvent donner un peu de chance, mais bien sûr ne vont pas les laisser sans punition. Dans ce même domaine, on doit demander à la communauté internationale de confronter les jeux dont l'entité de la mosquée Al-Aqsa et résoudre le problème de la question palestinienne, une solution globale, parce que cette question est, selon nous, est la clé de tous les autres problèmes qui entravent la rencontre entre l'Orient et l'Occident et éloignent entre les peuples et embrasent la lutte avec les civilisations. Chers savants, dont l'Orient et l'Occident ne sont pas séparés l'un de l'autre comme ils étaient dans le siècle passé. Et l'Orient n'est pas ce mystère qui est lointain, outre-mer, comme a été déjà peint par les Occidents. Et aussi, l'Occident n'est pas seulement un modèle bizarre que les orientaux de musulmans et de chrétiens s'éloignent pour ne pas s'ouvrir à cela. Il y a une sorte de élimination de toute barrière et les musulmans se sont déplacés dans d'autres nations et aussi des philosophies sociales occidentales et des systèmes de vie et d'autres esprits musulmans y sont installés et ont été influencés par leurs pensées et aussi leurs attitudes et leur vie quotidienne, et aussi les doctrines sociales comme le libéralisme et le socialisme ont une influence sur plusieurs pensées orientales et peut-être avec une influence plus grande que ceux qui ont eu cette influence dans l'Occident. Après que ces doctrines se rétrograde dans l'Occident à travers le globalisme et qui essaie de conduire le monde avec la philosophie du centralisme et qui ne permet pas de déchiqueter le monde en Orient et Occident, que chacun a son propre aspect et sa civilisation et aussi sa religion et sa langue. Et je pense que cette mondialisation ne peut jamais être une issue pour les relations tendues entre l'Orient et l'Occident, ou bien concrétise un pas sur leur coopération pour réaliser la paix internationale et frayer la voie pour le bonheur des hommes.
Mais bien sûr, c'est une étape nouvelle dans le chemin international de la lutte internationale avec la destruction des entités, des peuples et leurs caractéristiques fondées par le bon Dieu, et qu'aucun des peuples, dont l'Orient et l'Occident, ne peut s'y débarrasser avant de perdre sa propre vie. Et sans doute, les sages de penser dans la globalisation ou la mondialisation au lieu qui a été décrite par les savants d'Al-Azhar après les deux grandes guerres en disant le partenariat international pour une solution à la division et la polarisation qui se trouve et embrase les luttes et les guerres. Et aussi, on peut parler beaucoup sur l'aspect mondial de l'islam, et ça, vu que le monde en entier est une seule société où il y a des responsabilités de sécurité et la paix est divisée sur toutes les personnes, et on peut dire que c'est comme dit la tradition de l'islam, où il dit celui qui tient et qui supervise les affaires des musulmans comme ceux qui sont dans un bateau. Les uns ont pris la partie supérieure et l'autre antérieure. Ceux qui sont dans le bas essayent de s'approvisionner en eau, et on dit on peut faire un trou dans le navire. S'ils le laissent, ils vont tous être détruits. Et s'ils les entravent de le faire, alors ils vont tous être sauvés. On doit, mesdames et messieurs, comprendre les limites d'Allah, non seulement dans la compréhension restreinte, et je veux dire les législations, mais on doit comprendre ses limites dans sa plus grande vision, qui souligne la mondialisation de l'islam. Allah a des limites, alors il donne aussi des limites mondiales dans cette planète Terre, y compris l'égalité et la justice entre les peuples et la fraternité entre eux, parce qu'ils sont tous les fils d'un seul père et une seule mère, et les différences entre eux a été créé par Allah. C'est une diversité et pour la connaissance et la fraternité, et celui qui est hors les limites d'Allah, et alors les autres doivent le corriger, ou bien on va tous succomber et la destruction sera notre destin. Et c'est ce qu'on craint maintenant, les sages de la politique et de la pensée dans l'Orient et l'Occident. Cependant, la mondialisation comme alternative de la globalisation pour sauver le monde des calamités qui sévissent impose à nous, comme orientaux, de reconsidérer l'Occident et la découverte de sa civilisation, ainsi que les caractéristiques humanitaires communes, aussi d'investir le commun de fraternité pour éviter les guerres. Et notre vision moderne à l'Occident doit être objective, basée sur l'influence et la philosophie de la connaissance et la complémentarité, et de mettre la base d'or de la relation entre l'autre autre que musulman, que tous les enfants sachent. Ils ont ce que nous avons et nous avons comme ce qu'ils ont. Mon temps est restreint pour élucider le problème que je crois que c'est le commencement pour toute rencontre entre les musulmans qui doivent s'amalgamer dans leur communauté européenne et leur ouverture aux sociétés où ils ont été nés et ils sont devenus partie intégrante de leur patrie,
culturelle. Cependant, c'est un obstacle sur la nationalité parfaite qui est un élément d'enrichissement pour la communauté européenne. Le phénomène de l'amalgame positif a été sujet de plusieurs recherches et sujet de beaucoup de conférences et d'articles. Tous essayent d'étudier les musulmans qui hésitent de s'amalgamer dans leur nouvelle communauté, de peur de perdre leur entité, et aussi l'hésitation de la communauté européenne de émietter cette civilisation s'il ouvre à ceux qui diffèrent de lui comme religion en religion. Et certains analystes ont déjà étudié quelques obstacles des musulmans et européens et qui sont sujets d'un obstacle et de marginalisation qui est l'une des raisons pour beaucoup de jeunes qui se sont alignés vers le fanatisme et la violence et le terrorisme armé. Des premiers obstacles de la partie musulmane, c'est l'appartenance sectorielle et les différences sectorielles qui va avec eux en Europe comme leur ombre et qui fait difficile l'amalgame dans les sociétés et aussi leur rend difficile de fréquenter les autres outre que les musulmans qui vivent dans leur patrie et qui sont de leur religion comme européens, mais ils n'ont pas la même nationalité ou bien secte. Et de parmi les obstacles de la partie musulmane, certaines tendances, certains appels qui ont été lancés par ceux qui font l'islam et qui dit comme une dissension dans la société européenne et ne pas s'amalgamer dans la société européenne. Et de la partie européenne, parmi les obstacles, les matières de médias négatives et qui fait une image des musulmans comme les dessins offensantes du prophète et à travers une intention et son intention sans savoir le niveau de la religion dans les cœurs des musulmans. Et il y a une sorte de mélange entre le vrai visage de l'islam oriental et ce qui se passe dans certains points de lutte, de bain de sang et de meurtre. Et ce qui a été aussi souligné par les analystes, la politisation de l'entité égyptienne, de l'entité musulmane dans l'Europe et de le mettre dans la bourse des élections pour attirer les voix, ce qui s'influence de façon négative sur les relations. Alors, je propose que le procès de l'amalgame positif des musulmans dans leur patrie européenne est le sujet de la prochaine rencontre, qui serait la troisième entre les sages de l'Orient et l'Occident, dont la date et le lieu qui vont être et si l'on parle, j'appelle les compatriotes de ma religion, mes collègues de religion, qu'ils doivent savoir qu'ils sont des compatriotes de nationalité de leur patrie, et leur nationalité, citoyenneté parfaite ne diffère pas de faire garde à leur religion. Et comme l'exemple de la Médine sous la direction du prophète, le bon exemple lorsque le document de Médine, qui est la première constitution humaine, a mis en relief l'élément de la citoyenneté et les devoirs entre tous les citoyens qui diffèrent en religion. Et
on doit y avoir des lois européennes qui ne vont pas de pair avec la charia est un obstacle qui aide à la séparation de la société. Ces lois ne sont pas imposées par le pays sur les gens. Et si une chose a lieu, et si ces lois imposent aux qui contredit avec leur religion, alors ils doivent avoir recours à ces lois pour dire qu'ils sont objectés à ces lois et pour les amender. Et je veux dire, et je m'adresse aux prédicateurs et ceux qui essayent de faire des orateurs parmi les musulmans ici en Europe, qu'il est temps de se transformer de la législation des minorités à la législation de la coexistence. Et vous devez savoir et vous rappeler nos bases de législation qui sont complémentes, qui dit que la fatwa diffère à travers le lieu, la date, l'histoire et les personnes, et que la charge est selon ce qu'on peut et que la facilité est notre chemin et que si la chose est très restreinte, alors elle va s'ouvrir et qu'il n'y a pas de restrictions si on ne peut pas et que le croyant doit faire ses engagements et il n'y a pas de religion qui n'a pas, une personne qui n'a pas de sécurité ou honnêteté. Et tu dois savoir comme musulman que les gens, ou bien un frère dans ta religion, ou bien un compatriote dans l'humanité. Et à la fin, je remercie infiniment au Conseil de sages musulmans et Madame chef de la municipalité de Paris pour leur accueil dans cette conférence et qui est dans cette conférence et qui est dans cette salle historique. Et bénédictions sont sur vous. Un grand merci encore au grand imam d'avoir partagé avec nous ses préoccupations, mais aussi ses convictions de pouvoir vivre ensemble au niveau mondial qu'au niveau de nos villes européennes. Un grand merci à vous, Excellence. Et maintenant, j'ai l'honneur de donner la parole pour la deuxième intervention d'ouverture au fondateur de la communauté de Sant'Egidio, le professeur Andrea Riccardi. En tant que jeune historien de l'Église de l'Université de Rome, cette ville de Paris et sa culture l'ont aidé à mûrir sa pensée originale de chercheur scientifique et de chrétien engagé dans les carrefours douloureux du monde, comme le démontre encore son récent appel pour sauver la ville d'Alep en Syrie. En 2009, il a reçu le prix Charlemagne pour la promotion d'une Europe unie et pour la diffusion d'une culture de paix et de dialogue. Ancien ministre du gouvernement Monti en Italie, docteur honoris causa de plusieurs universités occidentales, il a toujours œuvré en faveur des pauvres et des persécutés, en quête d'un monde plus humain. Nous sommes très honorés de donner la parole à vous, Monsieur le professeur. Excellences les grands imams d'Al-Azhar, Messieurs les ambassadeurs, Madame, Messieurs, je suis très content de l'occasion que nous vivons ici dans cette mairie de Paris et je remercie
Madame la maire de Paris, de l'accueil généreux. Je veux saluer nos partenaires, le grand imam d'Al-Azhar et le conseil des sages musulmans. Et je veux saluer les 3 voix qui nous ont ouverts, qui nous ont accompagnés au début, mon ami Alexandre Adler, le pasteur Claveroli et Messieurs Al-Nouaimi. Ils nous ont portés dans un climat pluriel que c'est le climat de cette ville. Mais je veux saisir aussi l'occasion de remercier tous les organisateurs, mes amis, Madame Régnier, mes amis de la communauté de Sant'Egidio de Paris, et aussi je veux saluer la ténacité de mes amis de Sant'Egidio, le père Iannari, Paola Pizzo, Andrea Trentini et bien d'autres qui ont recherché pas seulement l'occasion, mais la continuité de ce dialogue entre Orient et Occident. Orient et Occident, c'est ainsi que nous avons entendu les choses dès le début. Dialogue entre civilisations, pas dialogue entre religions, institutions politiques ou d'autres. Et le dialogue se poursuit après la rencontre à Florence en juin 2015. Aujourd'hui, à Paris, grande capitale de la culture occidentale, ville où les mondes orientaux s'entrecroisent de façon particulière avec le monde occidental. Paris est une grande capitale de la culture car elle est une société marquée par une histoire de liberté et de respect de la pluralité. De fait, la culture a besoin de la liberté pour grandir. Et nous sommes aujourd'hui dans une salle historique où fut proclamée la Deuxième République. Cette poursuite du dialogue entre Orient et Occident, on la doit à une volonté tenace de ne pas laisser le pont s'écrouler. Nous voulons faire les points à période fixe sur les dialogues entre 2 civilisations. Et notre travail a été justement défini à Florence par le grand imam Ahmed Al-Tayeb comme une, je cite, une plateforme commune pour la complémentarité. Et M. Tayeb ajoutait qu'entre les 2 civilisations, il n'y a pas d'alternative à la solidarité. C'est pour poursuivre ce pas à pas que nous voulons développer une plateforme élargie de la complémentarité. Dialoguer, je le rappelle, veut dire abandonner l'arrogance et les soupçons. Et je cite encore M. Tayeb à Florence. Cela ne veut pas dire, je le répète, un dialogue entre christianisme et islam, mais entre 2 univers culturels, ni entre les religions monothéistiques qui sont de fait importants bien sûr, mais différents de l'événement auquel nous participons. Dialogue entre civilisations plurielles d'un point de vue religieux. Certes, dans ces civilisations, la religion est importante, de façon différente entre Orient et Occident. Je le dis ici, à quelques pas de Notre-Dame de Paris, qui témoigne l'histoire du christianisme à Paris, mais M. Clavelori nous disait que le christianisme est pluriel. Mais je ne peux pas oublier le grand rôle de la pensée laïque en France. Madame Hidalgo nous a parlé de ça, ou celui du judaïsme en France et en Europe.
On ne comprend pas l'Occident sans le pluralisme. Et nos amis d'Al-Azhar pourront nous parler du rôle de chrétiens d'Orient dans la culture orientale, où l'islam a le poids considérable que nous connaissons. Pourtant, ces dernières décennies ont marqué une cristallisation de relations entre Orient et Occident, comme si ce monde était voué à l'affrontement, comme si dans cet affrontement pesait une incompatibilité ancestrale, comme si l'incompatibilité était un fait de nature religieuse, immuable, une espèce de vocation. La réalité est tout autre. La réalité est que la situation du monde est profondément changée. En Orient et en Occident interviennent un nouvel acteur, la mondialisation, qui n'est pas une civilisation ou une culture, mais la mondialisation, c'est un ensemble de processus dans lesquels nous tous sommes plongés, processus ambivalents qui mettent en contact et ouvrent, mais d'autre côté suscitent des conflictualités et des cristallisations. Ici à Paris, comme partout, nous sentons fortement ce processus global qui est en train de changer la vie des peuples. C'est la mondialisation qui change les mentalités, les références, les cultures, les comportements. Cette mondialisation est notre histoire. Ce n'est pas que nous la repousserons, enfermés dans la nostalgie du passé. Or, la nostalgie nous fait vivre enfermés dans un temps fini. Cela arrive parfois dans les univers religieux qui s'enferment dans le passé. Pourtant, les religions, je pense au christianisme, demandent aux croyants d'être vigilants. De là proviennent ce qu'un théologien de notre temps appelle la mystique aux yeux ouverts, autrement dit, un regard tourné à la réalité. Un grand-père du christianisme du IVe siècle affirmait que la chose la plus importante pour un chrétien est de veiller chaque jour et chaque heure. Autrement dit, vivre les yeux ouverts sur le présent. Cela a constitué une grande partie de la culture occidentale dans sa volonté de connaître, d'avoir les yeux ouverts sur la réalité. C'est la figure grecque mythique d'Ulysse qui, arrivé devant les colonnes d'Hercule dans le détroit de Gibraltar, veut convaincre ses compagnons à dépasser la limite imposée par la peur, l'inconnu, la tradition. Voici comment l'interprète Dante Alighieri, le grand poète de la langue italienne. Je vous donne la traduction de l'italienne. Considérez la race dont vous êtes, créés non pas pour vivre comme des animaux, mais pour suivre vertu et connaissance. Ce sont les paroles qui peuvent être le manifeste de la culture occidentale, de passer les limites et grandir dans la connaissance. Mais revenons à notre réalité, le monde global. Le monde global a induit des processus de grands changements, mais aussi de dépaysement qui en découlent. Dépaysement chez des gens habitués pendant des siècles à vivre dans des horizons fermés. Todorov parle de nos contemporains comme des hommes et des femmes dépaysés. Sur ce dépaysement qui est absence de références sûres et de frontières protectrices, se greffe la grande peur que connaissent beaucoup de peuples occidentaux, une peur génératrice de culture de la peur,
de politique de la peur. La peur a des conséquences regrettables sur le plan du rapport avec l'autre. La peur rend à la fois défensif et agressif. La peur est la mère des murs réels et culturels du présent. La peur aborde le dialogue et les rencontres. Elles se sont rassurées lorsque éclatent des guerres culturelles entre le monde et les civilisations qui exècrent l'autre et qui délimitent les frontières. Messieurs, Madame, chers amis, nos sociétés sont des sociétés émotives. L'intellectuel français Dominique Moisy parle de géopolitique des émotions, société émotive. C'est un problème en Europe face à des défis dramatiques comme le terrorisme, l'impact de l'immigration, les réfugiés, les crises économiques, les rapports avec l'autre. La géopolitique des émotions génère le populisme, le nationalisme, la xénophobie, crée des images déformées de l'autre. Du reste, la mondialisation, pour certaines, semble être la victoire de l'Occident. Serge Latouche parle de la mondialisation comme l'occidentalisation du monde. Il n'en est pas ainsi, du fait du rôle prépondérant du facteur économique dans les processus globalisants. La mondialisation, qui a de nombreux rapports avec l'Occident, n'est pas une culture occidentale plus large. Mais la mondialisation est quelque chose de différent. Face au monde globalisé, nous nous interrogeons de manière critique sur la sorte des droits humains, sur la sorte de l'humanisme, de la démocratie et des institutions démocratiques. Non, la civilisation occidentale doit, elle aussi, faire ses comptes avec la mondialisation de manière critique. La mondialisation doit, pour sa part, faire ses comptes avec les cultures historiques de peuples qui sont des héritages considérables. La mondialisation doit transiter par ces cultures. Trop souvent, au contraire, dans nos pays européens, on se trouve face à des processus de déculturation, de destruction de cultures réduites à l'archéologie et non pas à quelque chose de dynamique et populaire. Olivier Roy, illustre islamologue français, a beaucoup insisté sur ce processus de déculturation de jeunes. Mais il s'agit de quelque chose de plus large. La crise de culture en tant qu'identité historique. Mais c'est bien difficile affronter la mondialisation avec des identités diminuées, avec des cultures fragilisées. Ça, c'est le grand problème, ça, c'est la question capitale du dialogue entre occidentaux et orientaux, entre sages d'Orient et d'Occident. Il y a bien des années, Marshall McLuhan, le grand chercheur canadien, à qui l'on doit l'interprétation si prémonitoire du monde comme village global, Marshall McLuhan insistait sur la crise provoquée par l'envahissement de médias qui faisait perdre l'identité aux individus par la massification, par la crise des identités. McLuhan avait raison, même si le processus est allé beaucoup plus loin par rapport aux prévisions, créant une forme de déculturation généralisée. Cette
déculturation généralisée génère l'indifférence face aux grandes problématiques. Cette déculturation conduit au repli dans le monde individuel. Dans notre Occident, si sensible au thème des droits humains, si attentif à la paix, on a observé une forte atténuation de ce type d'engagement. Nous sommes passés de grandes manifestations contre la guerre en Irak au silence d'aujourd'hui face à la guerre qui a détruit la Syrie. Ça, c'est dramatique. Que s'est-il passé? D'où vient cette indifférence? Cette indifférence vient du processus de déculturation, de crise de valeurs, de crise de passion. Il y a un grand vide. On le voit surtout dans les périphéries de villes. Cette population qui reste périphérique par rapport aux grands enjeux du monde global. Il y a ici des vides de culture, d'identité, d'orientation, de lecture de la réalité. Ces vides sont inquiétants, car le vide ne reste pas tel qu'il est. Il n'est pas vivable. Quelque chose d'autre vient le remplir. Pour ça, Excellence et cher grandiment d'Al-Azhar, nous acceptons très volontiers votre proposition, c'est-à-dire de discuter dans les troisièmes rencontres les thèmes de l'intégration positive, car l'intégration positive pose la question de remplir les vides de cœur et des intelligences. Intégrer, c'est un problème pas seulement des musulmans en Europe, mais des Européens en Europe, des musulmans en Orient. C'est le problème du monde d'aujourd'hui. Intégrer et pas seconder les processus de désintégration qui créent des femmes et des hommes sans point de repère. La fin de grandes idéologies politiques, avec toutes leurs ambiguïtés et contradictions, a signifié l'éclipse de culture des masses qui impliquait des millions de personnes en Occident. C'était des idéologies qui, quelque part, conduisaient à une participation démocratique. Le désamour actuel pour la démocratie dit beaucoup sur la nécessité de penser à nouveau frais la valeur de la culture. Comme l'affirmait un intellectuel italien, Pietro Scoppola, la démocratie ne se crée pas par décret, la démocratie, c'est une culture. Les mécanismes du monde global risquent de vider la démocratie en faisant le jeu de l'émotion. Il convient de réfléchir sur ce qui veut dire culture comme élément dynamique de la vie démocratique. L'histoire de démocratie occidentale s'est toujours accompagnée de la croissance de la culture politique libérale, démocratique, socialiste. C'est la raison pour laquelle la démocratie ne s'impose pas de l'extérieur, mais la démocratie a besoin de mûrir dans une culture partagée. Les valeurs elles-mêmes ne sont pas des dogmes, mais les valeurs vivent et grandissent et se communiquent dans la culture. Les grandes religions, dans leur très longue histoire, sont entrées au contact de cultures, de civilisations, les ont assumées et les ont transformées. C'est l'histoire du christianisme, du début de la confrontation avec la culture grecque-romaine, mais c'est aussi l'histoire du christianisme du XXe siècle au contact de la grande culture des droits de l'homme, de liberté, de la démocratie, du défi de la solidarité. Le monde global, sans frontières, avec ses communications trop rapides, a besoin d'être habité par les cultures et les civilisations.
Le problème du XXe siècle est le suivant: être habité en profondeur par les cultures, par les civilisations, pour se libérer de la domination sans partage de la logique du marché et des jeux puissants de médias. Tel est le grand devoir de la culture occidentale qui, dans son dialogue avec l'Occident, est stimulée à se repenser elle-même. Mais c'est aussi, je crois pouvoir le dire, le défi de l'Orient face à ces problèmes et au radicalisme. Le dialogue est déjà le début d'une nouvelle saison. Cette plateforme de complémentarité qui remplit et habite les vides ouverts. C'est pourquoi, messieurs, dames, Monsieur le Grand Imam, je voudrais conclure avec les paroles de Marc Chagall, peintre russe d'origine juive. Si toute vie vers sa fin, nous devons, durant la nôtre, la colorier avec nos couleurs d'amour et d'espoir. Fin de la citation. Le grand zone grise de notre monde, nous devons le colorier avec les couleurs de notre culture, notre foi, en somme de notre amour et de notre espoir. C'est ainsi que notre époque s'humanise. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Nous remercions de tout cœur les paroles du professeur si engagé, je crois inspiré par la curiosité de l'histoire, la culture des peuples et aussi des êtres humains. Et nous le remercions parce qu'il nous a tracé un chemin commun entre Occident et Orient.